Bonjour, aujourd'hui on commence le chapitre 2. On va parler principalement de potentiel électrique. Dans ce cours-ci, on va commencer par l'énergie potentielle. Donc on va revenir à une notion qu'on connaît déjà, mais cette fois-ci l'énergie potentielle électrique dans un système de particules, pour ensuite définir qu'est-ce que c'est le potentiel électrique, puis chaque particule, quel potentiel elle génère. En fait, l'électricité, on va se rendre compte que ça ressemble vraiment beaucoup à la gravité. Ça fonctionne pas mal de la même façon. Et on peut faire des parallèles entre les forces puis l'énergie gravitationnelle et entre les forces et l'énergie potentielle électrique. Donc, on avait déjà vu dans le cours de mécanique que la force gravitationnelle, c'est m fois g, et qu'on pouvait le trouver aussi avec l'équation de la gravitation universelle, donc g m1 m2 sur r carré. À partir de ça, on pouvait déterminer c'était quoi l'énergie potentielle qui est mg fois la hauteur. Dans ce cas-ci, on veut utiliser r, la distance. Et l'énergie potentielle, donc, revient à prendre l'équation de la force, puis de la multiplier par r. Ici, j'ai mis juste le module pour éviter la confusion. On s'entend évidemment que la force, c'est un vecteur. Donc, dans le cas de l'électricité, on a déjà vu que la force électrique, c'était K, Q1, Q2 sur R carré. Ça, c'est encore bon, on va s'en servir. On peut donc en déduire que l'énergie potentielle électrique, c'est K, Q1, Q2 sur R, donc de la même forme que l'équation sur l'énergie potentielle gravitationnelle. C'est la même intégrale qui permet de passer d'une à l'autre. L'énergie potentielle, c'est pas un vecteur, c'est un scalaire, fait qu'on n'aura pas à traiter de vecteur pendant quelques sections. Alors, maintenant que je sais ça, évidemment, si j'ai plusieurs particules, tout comme si j'avais plusieurs masses, en fait, le principe est le même. L'énergie potentielle, c'est la somme des paires d'énergie potentielle qui existent entre chaque particule. Donc, si j'ai une particule chargée Q1, puis une autre Q2, bien, il existe une énergie potentielle entre les deux, K fois Q1 fois Q2 sur R 2 au carré. Mais évidemment, il y a une énergie potentielle qui existe aussi entre les deux particules Q1 et Q3, et entre Q2 et Q3. Donc, si je veux savoir il y a combien d'énergie potentielle au total, j'en fais la somme. Les énergies potentielles peuvent être négatives. Donc, si j'ai une charge positive et une charge négative, l'énergie potentielle va être négative. On va faire un petit exemple pour appliquer ça dans une équation. Donc, supposons trois particules. Q1 qui vaut 1 microcoulomb, Q2 qui est 2 microcoulombs et Q3 qui est moins 3 microcoulombs. Puis on vous demande de déterminer l'énergie potentielle du système. Donc, on va juste appliquer l'équation telle qu'on vient de la voir. On va commencer par les charges Q1 et Q2. Donc, K, Q1, Q2 sur la distance entre ces deux charges-là au carré. Donc, 9 fois 10 à la 9, fois 1 fois 10 moins 6, fois 2 fois 10 moins 6. La distance entre les deux, 4 mètres. Donc, tout ça va nous donner une énergie potentielle de 4,5 fois 10 moins 3. On recommence avec une autre paire de charges. Donc, entre les particules 1 et 3, donc on va remplacer Q1 par 1 microcoulomb, Q3 par moins 3 microcoulombs, et cette fois-ci, la distance, c'est 5 mètres. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner? Bien, ça va nous donner une énergie potentielle de moins 5,4 fois 10 moins 3 joules. Il en reste une paire à faire. On va trouver l'énergie potentielle entre les charges 2 et 3, qui sont distantes de 3 mètres, donc 2 fois 10 moins 6 moins 3 fois 10 moins 6, sur 3. Et là, on va obtenir une énergie potentielle de 1,8 fois 10 moins 2 joules. Au total, on va faire la somme des trois valeurs qu'on a obtenues précédemment. On obtient moins 1,89 fois 10 moins 2 joules. Donc, une valeur négative, ça signifie que si on voulait prendre ces trois particules-là et les emmener à l'infini, à un endroit où il n'y aurait plus d'énergie, il faudrait ajouter de l'énergie dans le système. Donc, il faudrait qu'il y ait un agent extérieur qui ajoute de l'énergie pour pouvoir emmener chacune des particules vers l'infini. Donc ça, c'est vraiment l'application toute bête de l'équation de l'énergie potentielle. L'énergie potentielle est principalement intéressante pour déterminer qu'est-ce qui se passe avec le potentiel électrique. Ça, on va s'en servir vraiment beaucoup. Donc 2.2, le potentiel électrique. Bon, l'énergie potentielle, comme on vient de le voir là, Q1, Q2 sur R, est reliée au potentiel exactement de la même façon que la force est reliée au champ. C'est-à-dire que chaque particule crée autour d'elle un potentiel, et si on met une autre particule dans ce potentiel-là, il va y avoir une énergie potentielle qui existe entre les deux particules. Donc, si je prends une charge Q1 qui crée autour d'elle un potentiel que je vais appeler V1,
ça va créer entre Q1 et Q2, que je place dans le potentiel, une certaine énergie potentielle K, Q1, Q2 sur R. Mais si Q2 n'est pas là, le potentiel est là quand même, donc la particule 1 crée un potentiel qui est K fois Q1 sur R. Quand j'ajoute la particule Q2 dedans, Q2 fois le potentiel va me donner l'énergie potentielle. Donc, finalement, l'équation est importante. Une particule crée un potentiel électrique qui est égal à K fois Q1 sur R. Là, si vous êtes en train de vous dire, il me semble qu'il y a plein d'équations qui se ressemblent. Donc, la force, K, Q1, Q2 sur R carré. Le champ, K, Q1 sur R carré. L'énergie potentielle, K, Q1, Q2 sur R. Et le potentiel, K, Q1 sur R. Oui, elles se ressemblent toutes, ces équations-là. Elles sont toutes reliées entre elles. C'est pour ça que vous avez une feuille de formule. Donc, s'il vous plaît, mêlez-vous pas parce que c'est vraiment plate quand on utilise la mauvaise équation. Donc, le potentiel, V, qu'on appelle aussi souvent la tension ou le voltage, c'est tous des synonymes, ça se mesure en volts. Donc, si je prends une particule, je vais trouver qu'autour d'elle, il y a ce qu'on appelle des équipotentiels, c'est-à-dire des points qui ont le même potentiel. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que si je me place à une distance R quelconque de ma charge, bien, je vais avoir une certaine valeur de potentiel. Mais le R dans quelle direction? Mais dans toutes les directions. Et donc, que je sois à une distance R ici, ou là, bien, ces trois points-là sont à même distance de la charge et donc vont créer le même potentiel. On peut le faire dans l'autre sens, on va se demander, mais où est-ce que je vais avoir un potentiel qui vaut 1 volt si ma charge elle est de 1 nanocoulomb? Donc, je mets ça dans l'équation, tout simplement. Je dis, ben, j'ai 1 volt, 1 nanocoulomb, ma constante de Coulomb ici. Et là, qu'est-ce que ça va me donner comme distance? Je vais trouver qu'on va avoir un potentiel de 1 volt à une distance de 9 mètres. 9 mètres par là, ou par là, ou par là, ou vers vous, ou vers moi. C'est la même chose. Donc, dans les deux cas, on va avoir une sphère de rayon 9 mètres qui va créer un potentiel d'1 volt. Donc, sur tous les points de la sphère, mon potentiel a une valeur de 1 volt. De la même façon, évidemment, je peux trouver à quels endroits est-ce que je vais avoir un potentiel de 2 volts, puis un potentiel de 3 volts. Donc, j'applique la même équation, là, je ne l'ai pas réécrite, mais c'est la même chose. Je vais trouver que le potentiel va avoir une valeur de 2 volts si on est à une distance de 4,5 mètres et 3 volts si on est à une distance de 3 mètres. Donc, ces pointillés-là, on appelle ça des équipotentiels, c'est-à-dire des endroits où le potentiel a une valeur constante, qui sont reliés entre eux pour montrer que tout ça, ça a la même valeur de potentiel dans toutes les directions. Alors, quand on a plusieurs charges, on va se rendre compte que les équipotentiels font des formes un petit peu surprenantes, mais ce qu'on va remarquer qui est vraiment important, c'est que à chaque fois que je regarde mes lignes de champ, je vais me rendre compte que mes équipotentiels, elles vont couper les lignes de champ à 90 degrés. Ça, c'est toujours vrai. C'était vrai dans la page précédente, ça va être vrai dans tous les exemples qu'on va faire. C'est-à-dire que si je veux savoir où est-ce que le potentiel vaut 0, on le voit ici, c'est quand on est exactement à la même distance des deux charges. Elles sont de la même grandeur dans cet exemple-ci. Donc, c'est ma ligne qui est au centre. On va remarquer qu'à chaque point où ma ligne de mon champ électrique, la représentation du champ électrique, bien, elle va couper l'équipotentiel à 90 degrés. C'est vrai aussi pour d'autres valeurs de potentiel. Ici, elles ne sont pas identifiées, c'est-à-dire qu'on n'a pas mis de chiffres, mais on pourrait faire ce calcul-là. On va le faire. On va faire un exemple tantôt de ça. Donc, on va avoir la même chose si on a deux charges de même signe. Les équipotentiels vont créer des formes un peu weird, mais en tout point, elles vont couper mes lignes de champ électrique à 90 degrés. Donc, prenons un autre exemple. Supposons un fil infini. J'ai essayé de dessiner un fil infini ici à l'écran. En réalité, là, si on veut regarder ça en 3 dimensions, les équipotentiels vont faire des cylindres autour du fil. Je ne vais pas essayer de dessiner ça ni à l'écran. Je ne le fais pas au tableau non plus, remarquez. Donc, ce qu'on va remarquer, c'est que les équipotentiels, bien évidemment, une équipotentielle, c'est juste à une distance fixe du fil. Et là, j'en ai mis plusieurs. On va remarquer qu'évidemment, plus on va s'éloigner du fil, plus le champ va diminuer.
Puis les équipotentiels, elles vont s'écarter les unes des autres. Plus on va être loin, plus les équipotentiels vont avoir des distances de plus en plus grandes. Donc, en supposant évidemment qu'on fait des équipotentiels à des intervalles réguliers. Donc, je pourrais avoir par exemple 10 volts, 9 volts, 8 volts, 7 volts, puis plus on s'éloigne, mais plus elles sont de plus en plus loin, chacune des équipotentiels. Et plus les équipotentiels sont proches les unes des autres, plus ça veut dire que le champ électrique est grand. Puis évidemment, si ça c'est un fil, bien, le fil, plus on est loin du fil, plus le champ électrique va devenir petit. Donc, je l'ai représenté ici en raccourcissant la longueur du vecteur, même si théoriquement, c'est très discutable comme façon de représenter ça. Mais je pense que ça nous permet d'avoir une visualisation, là, que le champ électrique est en train de diminuer. Et ça fait en sorte que les équipotentiels sont de plus en plus loin. On va faire un autre exemple du livre. On va prendre la situation numéro 3, donc qui est à la page 150. Cette fois-ci, vous avez deux charges, Q1 et Q2, donc moins 1 microcoulomb et 2 microcoulombs, et qui sont distantes comme ça de 3 mètres, placées sur l'axe des X. Et on vous demande de déterminer le potentiel au point A et le potentiel au point B. On va commencer par le point A, c'est un petit peu plus facile. Donc au point A, j'ai les deux charges qui créent un potentiel au point A. Ce que je vais faire, c'est que je vais trouver le potentiel de chaque charge au point A, puis je vais les additionner. C'est juste ça qu'il faut faire. Donc, je prends mon équation. K, Q1 sur R1A, ça me donne quoi? Donc K, 9 fois 10 à la 9, ma charge, moins 1 fois 10 moins 6, et la distance ici, bien, entre le point A et la charge 1, qui est à l'origine, il y a 1,5 m. Donc ça me donne un potentiel de 6000 volts. Bon, c'est des grosses charges, ça ici, c'est normal que ça donne des potentiels qui sont vraiment, vraiment gros. Ensuite, on va prendre la même chose, on va prendre la charge 2, et on va déterminer au point A quel est le potentiel créé par la charge 2. Donc ça va me donner Q2 sur R2A, donc 9 fois 10 à la 9, 2 fois 10 moins 6, et aussi une distance de 1,5 m entre les deux, ça va me donner 12 000 volts. Donc au total, moins 6 000 plus 12 000, ça me donne 6 000 volts. Donc au point A, j'ai un potentiel de 6 000. Au point B, on fait la même chose. Donc cette fois-ci, on va prendre la charge Q1, on va calculer c'est quoi son potentiel au point B. Bien, c'est la même affaire, c'est la même distance. Donc la charge 1 crée le même potentiel au point A et au point B, c'est-à-dire moins 6000 volts. Dans le cas de la charge 2, bien évidemment, là, la distance n'est pas la même, donc on va trouver cette distance-là. On va faire 1,5 au carré plus 3 au carré, on fait la racine, ça va nous donner 3,354. Donc, cette fois-ci, le potentiel créé par la charge 2 au point B, c'est 5367 volts. Ce qui va me donner un grand total de moins 633 volts. Un autre exemple, cette fois-ci, on va se demander en quel point est-ce que le potentiel vaut 0. Si je prends les deux mêmes charges que j'avais dans l'exercice d'avant, donc mon moins 1 microcoulomb ici, le 2 microcoulomb ici, la distance entre les deux charges, c'est 3 mètres, pardon, et je cherche, il est où le point C pour lequel le potentiel vaut 0. Donc on veut savoir, sont où les points sur l'axe X et Y. Donc tantôt on avait les points A et B, fait que là dans ce problème-ci, on va commencer avec le point C. Ça c'est un point où le potentiel qui vient de la charge 1 va être égal et de signe opposé au potentiel qui vient de la charge 2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste se dire, je veux que la somme des deux potentiels me donne 0. KQ1 sur R1 plus KQ2 sur R2 doit donner 0. Ça se peut pas si les deux charges sont de même signe. Mais dans ce cas-ci, elles sont de signe opposé, donc évidemment, ça c'est possible. Ce que ça va nous donner, donc 9 fois 10 à la 9 fois moins 1 fois 10 moins 6. Et là, je vais appeler R1, la distance entre la charge 1 et le point C. Donc ici, entre la charge 1 et le point C, je l'ai appelé D. Et bien sûr, R2, ici, pour le potentiel qui vient de la charge 2, c'est la distance entre la charge 2 et le point C, qui est dans le fond 3 mètres moins D. Donc ici, il est appelé X0, mais X0, c'est 3 mètres ici. Donc 3 moins D. Et là, je cherche la valeur de D. Bon, c'est juste de l'algèbre. Rendu là, on va envoyer tout ça ici de l'autre côté et on va isoler D dans l'équation. On va trouver que D vaut 1 mètre. Ça veut dire que le point C, il est situé sur l'axe X à la position X égale 1 mètre. Il y a aussi un point de l'autre côté de la charge 1. La charge 1 en valeur absolue, c'est la plus petite des deux. Ça signifie nécessairement que
je dois être plus proche de la charge 1 que de la charge 2 pour que le potentiel ait la même grandeur en valeur absolue. Donc, parce que celle-là ici a une valeur plus grande, on doit être plus loin pour que la somme des deux puisse donner 0. Donc, je reprends la même équation, mais cette fois-ci, je cherche la position sur l'axe X du point D. Donc, cette fois-ci, j'ai appelé aussi la distance entre la charge 1 et le point D, je l'ai appelé D minuscule, comme on le voit dans l'équation qui est là. Et la distance entre la charge 2 et le point D, c'est 3 mètres plus D. Donc, tantôt, c'était 3 moins D. Là, c'est 3 plus D. Et on va faire la même chose, donc on va juste isoler dans l'équation. Encore une fois, ça c'est de l'algèbre. On va obtenir que D vaut 3 mètres. Donc, D vaut 3 mètres, ça veut dire que la position du point D majuscule, qui est ici, est 3 mètres à gauche de la charge 1, donc à la position X égale moins 3 mètres. On vous demandait aussi de trouver la position des points où le potentiel total va valoir 0 sur l'axe Y. Donc, il y a un point ici en haut, le point E, qu'on va chercher. On applique la même équation. Cette fois-ci, la distance D, c'est mon inconnu, c'est la distance entre la charge 1 et le point E. Et la distance entre la charge 2 et le point E, mais dans l'équation ici, sur le schéma, pardon, ils ont mis L majuscule. Mais le L majuscule, c'est quoi? C'est D au carré plus 3 au carré, puis on fait la racine. Donc, c'est la distance R2 qui est ici. Donc, je fais la même chose. Je fais juste déterminer quelle est la longueur de D. Ce que je vais trouver, c'est que D, c'est racine carrée de 3 mètres. Donc, si je l'isole dans l'équation ici, encore une fois, c'est juste de l'algèbre. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, mais bon, je compte sur vous pour le faire. Je ne le ferai pas en détail à l'écran ici. Donc, je vais trouver racine carrée de 3 mètres. Mais en réalité, ça pourrait être vers le haut, ça pourrait être aussi vers le bas. Donc, Y vaut quoi? Mais il vaut soit racine carrée de 3 mètres, soit moins racine carrée de 3 mètres, ce qu'on va appeler le point F. Ici. Donc, j'ai le point C, qu'on a trouvé au début, x égale 1 mètre. J'ai le point D qui est ici, x égale moins 3 mètres. Et j'ai les deux points sur l'axe Y à 1,73, racine carrée de 3, ou moins 1,73, où le potentiel est aussi nul. Si je relie tout ça, remarquez que ça ne fait pas un cercle, hein, ça fait une espèce d'œuf. Si je relie tous ces points-là, je vais obtenir mon équipotentiel V égale 0. C'est les endroits où le potentiel est nul. Si je me rapproche de la charge, qui est ici, je vais être plus proche de la charge négative, je vais donc avoir des potentiels qui sont négatifs, plus proches de la charge 1. Si je sors de mon équipotentiel, de mon cercle bleu, c'est pas un cercle, je sais, mon œuf bleu, si je sors de cette affaire-là, bien ici, le potentiel va devenir positif. Je vais avoir des potentiels de plus en plus grands à mesure que je m'éloigne. Bon, ça ne fera pas tout à fait des cercles, ça non plus, à cause de la charge qui est ici. Ça va faire des formes de plus en plus weird, mais celle-ci, c'est la plus importante. Où est-ce que le potentiel vaut 0? Une unité qui est très, très utile quand on parle de potentiel, c'est l'électronvolt. Un électronvolt, c'est une unité d'énergie. En fait, c'est juste une unité pratique parce que les particules élémentaires sont vraiment petites. Souvent, elles vont avoir des charges qui correspondent à la charge élémentaire, soit 1,6 fois 10 moins 19. Donc, un électronvolt, en réalité, c'est une fois la charge élémentaire fois 1 volt, ce qui correspond à 1,6 fois 10 à la moins 19 joules. Comme très souvent, la quantité d'énergie dans les problèmes va être minuscule, mais on va utiliser de temps en temps l'électronvolt. Ça permet d'avoir des ordres de grandeur un peu plus facilement comparables. Donc, je vous donne un exemple. On peut vous dire, bien ici au point P, le potentiel est 2 volts, je suis sur l'équipotentiel 2 volts, et on a l'équipotentiel 0 ici, on a l'équipotentiel moins 2 volts ici. D'où est-ce qu'il vient ce potentiel-là? Je ne le sais pas, ça ne le dit pas. Ici, ce n'est pas important. L'important, c'est qu'on vous dit que le potentiel a ces valeurs-là en ces points-là, et on vous demande de trouver c'est quoi la différence de potentiel entre le point P et le point Q. Donc, je vais faire delta V, final moins initial. Donc, final ici, c'est Q. Donc, on veut entre P et Q, donc la fin, c'est Q. Donc, VQ moins VP. Alors, le potentiel au point Q, c'est moins 2. Le potentiel au point V, c'est 2. Donc, moins 2, ça fait moins 4 volts. C'est quoi
Maintenant, c'est quoi la variation d'énergie potentielle d'une particule alpha qui passe du point P au point Q? Donc, la variation d'énergie, c'est Q fois delta V. On a vu que U, c'est Q fois V. L'énergie potentielle, c'est Q fois le potentiel. Ça marche aussi pour la variation, c'est-à-dire que delta U, c'est Q fois delta V. Bon, c'est quoi une particule alpha? Faites-vous-en pas si vous avez jamais vu ça. Une particule alpha, c'est vraiment simple. C'est un noyau d'un atome d'hélium, c'est-à-dire 2 protons puis 2 neutrons, pas d'électrons. Donc, une particule alpha, vous allez voir dans le cours d'ondes et physique moderne d'où est-ce que ça vient. C'est juste qu'on a découvert ça dans des désintégrations radioactives, puis on ne savait pas c'était quoi il y a très longtemps, genre 100 ans. Donc, on a découvert des particules qu'on n'était pas capable d'identifier à cette époque-là. Après ça, on s'est rendu compte que c'était juste des noyaux d'hélium, mais on a gardé le nom particule alpha parce que ça a la particularité, justement, de ne pas avoir d'électrons. Donc, d'être chargé positivement. Alors, c'est quoi la charge de ça? Il y a 2 protons, donc une charge 2 fois la charge élémentaire, 2 fois E. Puis les neutrons, il n'y a pas de charge. Fait ma charge, 2E. Mon delta V, moins 4 volts. Là, je pourrais faire 2 fois 1,6 fois 10 moins 19 fois moins 4, puis obtenir la quantité d'énergie, la variation d'énergie. Mais je ne suis pas obligée, parce que je le sais que Q, c'est 2 fois E. Puis le E ici, je peux juste le garder. Donc, je vais faire 2 fois moins 4, ça fait moins 8. Puis ça me donne des électronvolts, au lieu de l'écrire en joules. En général, on va plutôt travailler en joules, puis on va utiliser les électronvolts uniquement quand c'est demandé ou quand carrément la question est en électronvolts. OK, un exercice à faire par vous-même, c'est l'exercice 2.2.7, donc à la fin de la section 2. Vous avez 2 charges, QA et QB, qui ont comme charge 1 microcoulomb puis 2 microcoulombs, et on vous demande de déterminer tout simplement le potentiel au point P. Un exercice de base pour commencer. On se voit au prochain cours.